Je m'appelle Odile, je suis habitante de l'habitat participatif qui s'appelle Anagramme, qui est situé à Villeneuve-d'Ascq, donc c'est dans la périphérie de Lille, c'est en périurbain. C'est un habitat qui a été fondé dans les années 85 à 90. En fait, on a emménagé en 90, mais la gestation du projet, ça a été 5 ans, de 85 à 90. Et voilà, moi j'étais déjà présente dès ce moment-là, quoi. Peut-être que tu souhaites que je raconte un peu pourquoi je suis arrivée dans ce groupe. Puis je décrirai peut-être l'habitat après, je décrirai le projet qu'on a fait après. Pour moi, arriver dans un groupe d'habitat participatif, c'était un peu une évidence ou un besoin. J'ai beaucoup vécu dans des colocations étudiantes, dans des lieux de communauté. Et puis, les années passant, quand j'ai eu mes premiers enfants, je me suis dit que je ne me voyais pas les élever dans un endroit isolé. Et avec mon conjoint, on s'est très vite projeté sur un endroit où il y aurait une forme de vie collective. Voilà, puis la vie dans un pavillon isolé, mon jardin, ma maison, des voisins à côté, c'était pas quelque chose qui nous ressemblait. On avait toujours eu envie d'expérimenter le collectif. Et donc, il se trouve qu'on est arrivé à Lille par les chemins de la vie nous ont menés là, bien que ce n'était pas notre région d'origine. Et puis, un jour, en fait, c'est par la bande de copains. Il y a des copains qui m'ont dit « Ah, tu sais, il y a un projet d'habitat participatif à Villeneuve-d'Ascq qui cherche des familles. On vous verrait bien là-dedans. On te file leur numéro de téléphone. » Voilà. Et le contact a été pris très vite. On est allé rencontrer le groupe qui était déjà largement constitué parce que nous, on est monté dans le train en 87. Donc, il y avait déjà eu la gestation du groupe avec beaucoup d'allées et venus dans le groupe, des gens qui étaient venus, des gens qui étaient repartis. Hein, c'est toujours un peu comme ça. Et là, on était au stade où ils avaient repéré le terrain grâce à la mairie qui proposait, c'était une ville neuve, Villeneuve-d'Ascq, donc la mairie disposait encore de terrains non affectés. Et le groupe avait repéré un terrain qui leur convenait, c'était une ancienne ferme. Et puis, je dirais que l'ensemble du groupe, on est tombé on a eu le coup de foudre quoi, pour la nature du groupe, qui réunissait déjà, je crois que nous on est arrivé en 8e famille. Il y en a une 9e et une 10e qui sont arrivés quasiment en même temps que nous, en fait, avec qui on a cheminé sur les dernières années de programmation, tout le travail avec l'architecte, toute la programmation, constitution de la charte, et puis après ça, montage financier, juridique, voilà, on a fait tout ça. Ça a été 3 années, les 3 années de réalisation du programme, ça a été quand même très très riche en échanges humains, mais en particulier pour moi ça a été la découverte quand même du fonctionnement d'un collectif au niveau prise de décision. Parce qu'alors là, quand on est à la phase de programmation, les décisions c'est chaud et ça tombe même en cascade quoi. Parce que sur une même réunion, il faut décider plein de trucs. Le programme des communs, comment ça va s'articuler avec les programmes individuels de chacun, comment on va faire pour le mettre en œuvre, et comment on va trouver les financements, et il y en a qui ont plus de financement que d'autres, et comment on va faire ça, et on veut rester solidaire, et on veut que ce soit ouvert à tout le monde, et on veut que ça soit accessible à tout le monde. Donc des décisions à prendre en cascade, et puis on a été en fait très aidés par les familles qui avaient déjà été en habitat participatif, qui avaient déjà cette expérience du fonctionnement de la collectivité. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup appris ça. Et notamment, j'ai expérimenté très vite avec eux le tour de table, le moment d'écoute, où on respecte vraiment la parole de l'autre en s'écoutant, voilà, ce que m'a conforté au fil des ans, et bien sûr qui est la base de l'intelligence collective, dont on parle beaucoup plus maintenant. À l'époque, on ne mettait pas tellement de mots sur tout ça. Mais j'ai découvert, grâce à mes futurs cohabitants, ce travail en table ronde, d'écoute de la parole des uns et des autres, qui fait finalement émerger, est-ce qu'on est mûr pour prendre une décision? À l'époque, on disait une décision consensus, c'est-à-dire quand on sentait que la majorité portait vers cette décision-là, et que ceux qui étaient contre, on arrivait à garder une ouverture pour en parler avec eux, et arriver à prendre des décisions non pas contraires à eux, mais garder une adaptabilité. On allait aménager des choses pour que tout le monde s'y retrouve. C'était un peu notre souci. On disait les choses comme ça à ce moment-là. Et voilà. Donc j'ai très vite compris que c'était très chronophage, mais en même temps, c'est tellement plus qu'enrichissant, je dirais, sur le plan humain, ces réunions où on produisait ensemble de mettre en œuvre notre projet commun, c'est tellement porteur sur le plan personnel
que je veux dire, la réunion, elle pouvait durer 2 heures, 3 heures, avant une prise de décision, du moins sur un sujet important, mais c'était quand même le cas, surtout au moment de la programmation de notre projet. On effectuait toujours un tour de parole, c'est-à-dire qu'on évoquait quel était l'objet du débat. Il y avait un animateur de réunion, en général qui s'était auto-proposé. On était dans l'autogestion, à l'époque c'était le mot de l'époque, en 1990 on parlait d'autogestion. Et donc quelqu'un se proposait pour animer la réunion, on cernait le thème du débat ou du point mis à la décision, et puis on faisait un tour de table pour que chacun ait l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Assez vite, on a appris l'habitude qu'il fallait quand même être relativement bref. Si on allait dire la même chose que le précédent, on pouvait tout à fait dire je suis d'accord, je passe mon tour, parce que voilà, il y a des petites choses de fonctionnement qu'on acquiert assez vite. Et quand on avait fait un tour où chacun pouvait prendre la parole, soit la décision apparaissait claire et limpide pour tout le monde et convenait à tout le monde, soit il y avait des retenues ou des oppositions. Et alors là, on en parlait. De toute façon, je vais dire, c'est le maître mot, on en parle. Parce que ça va revenir dans plein de choses, on en parle. Donc c'est vrai que dans l'habitat participatif, on parle beaucoup. Et on écoute beaucoup, parce qu'il y a celui qui parle, mais ce qui est très important aussi, c'est effectivement, ça on l'apprend aussi, d'écouter les autres. Et donc, on en parlait, et puis soit un éclaircissement, un apport d'information pouvait tout à fait apaiser le questionnement de celui qui avait une retenue. Et s'il y avait toujours un blocage, en fait, on ne prenait pas de décision contre un blocage, on reportait la décision. Et ça, on se rend compte que le fait de reporter la décision, ça aide énormément à mûrir les choses. C'est franchement très efficace. Parce qu'après avoir entendu le point de vue de tout le monde, chacun, on va un petit peu, mouliner ou digérer ça, et ça va soi-même nous faire évoluer un petit peu notre perception de l'autre ou notre regard sur la situation. Et finalement, quand on y revient 15 jours plus tard, ce que j'appelle un temps de maturation, très souvent les choses se sont éclaircies. On reprend le sujet et tout de suite, il va être exprimé des choses qui éclaircissent simplement les points qui étaient restés en suspens ou en blocage. Et quelquefois, sur ce genre de procédure, si je puis dire, on a eu besoin, on a fait un petit groupe, un petit comité de médiation ou d'écoute, ou deux personnes, par exemple, qui s'emparent du sujet en disant on sent qu'il y a besoin, pour mûrir le sujet, d'aller revoir les gens individuellement, pour leur donner l'occasion d'en parler en petits groupes aussi, en 2 ou à 3. Parce que ce n'est pas la même dynamique, effectivement, de parler à 2 ou 3 et de parler à un groupe. Nous, on était quand même 18 adultes à l'époque dans le groupe. Donc, quelquefois, on a mis ça en place, une petite commission, et on se rend compte aussi que ça a très souvent débloqué les situations. Parce que de donner à quelqu'un le temps de l'écoute, en fait, bien souvent, on se rend compte qu'on avait squeezé la parole d'une personne qui avait des choses intéressantes à dire, qui pouvaient faire bouger le point de vue collectif, ou qui pouvaient faire un petit peu infléchir des manières de faire. C'est très enrichissant. Et quand on arrive avec cette maturité à la réunion suivante, bien souvent, ça va assez vite à valider le point en question, quoi. C'est un très fort enrichissement humain de voir ce qu'on arrive à produire collectivement. C'est-à-dire ce qu'on arrive à réaliser ensemble, quoi. C'est quand même très, très porteur. Ça contribue à une écoute des envies qu'ils ont eux-mêmes, qu'ils ne pourraient éventuellement pas mettre en œuvre ou réaliser. Il y a ça aussi beaucoup. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas mettre en œuvre soi-même ou réaliser, alors que grâce au groupe, on va réussir à le réaliser et à le faire. Et ça, c'est très porteur. Les espaces communs, ça ouvre des possibles de plein de choses qu'on ne ferait pas chez soi et qu'on peut faire grâce au groupe.